Et donc on s'est dit, ben, finalement, dans le monde politique constitué, il y a au moins deux forces politiques traditionnelles qui ne se réclament pas du monde confessionnel. C'est le monde socialiste et c'est le monde libéral. Et on s'est dit, de chaque côté, on voudrait avoir un éclairage sur comment ces mondes-là, définis au départ comme en tout cas non confessionnels, et je n'irai pas plus loin quant à la manière de les définir, envisagent leur rapport à l'athéisme. Alors, ok, on va essayer d'éclaircir cette question-là côté libéralisme, et évidemment, on s'est dit que la personne qui convenait de notre point de vue pour traiter ce sujet, c'était évidemment Richard Miller, qui combine, si vous voulez, une expérience politique importante, indéniable, ancien ministre, député, penseur du libéralisme belge. Donc, ça c'est le côté politique, avec quand même une qualité qui est nettement moins fréquente du côté des responsables politiques. Il est quand même docteur en philosophie, ce qui est un autre aspect de sa personnalité qui nous a poussé à lui demander d'intervenir sur cette question-là. Donc je pense que c'était vraiment la personne qui convenait le mieux pour traiter ce sujet-là. Donc je ne vais pas être plus long. Je le remercie chaleureusement, vraiment, d'avoir accepté notre invitation et je lui cède la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par un mot ou deux d'explication. Donc c'est vrai, et c'est très gentil de l'avoir rappelé, j'ai la particularité, je présente la particularité d'avoir mené une sorte de, je ne vais pas dire de double carrière, mais peut-être même une sorte de double vie. J'ai toujours été engagé politiquement depuis mon plus jeune âge. Je me suis toujours préoccupé de la chose politique et sociale. Et en même temps, j'ai toujours, et encore aujourd'hui, voilà, je suis plus âgé, mais j'ai toujours un amour de la chose intellectuelle, de la culture, de la création artistique, de la philosophie au sens large. Alors, c'est vrai que ça présente un avantage, parce que j'ai un peu un regard des deux côtés, mais c'est pas toujours facile à vivre. Alors, en politique, certains me reprochent d'être un intello, un amateur d'art, et dans le domaine intellectuel, on me reproche d'être un politicien, un homme de parti, etc. Donc, c'est pas toujours simple. Voilà, j'ai vécu comme j'ai pu. Avec j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais je veux préciser par rapport à ce doctorat en philosophie qu'il a en fait accompagné toute ma vie. Je suis né dans un milieu ouvrier, très très pauvre, le lumpenprolétariat, comme disait Karl Marx, et j'ai donc vécu grâce à l'école publique, les bibliothèques, j'ai pu étudier, j'ai pu faire des études, j'ai travaillé pour payer mes études à l'ULB, et quand je suis sorti de l'ULB, je n'avais pas les moyens financiers d'entreprendre un doctorat. Et donc j'ai commencé à travailler tout de suite, immédiatement. Mais j'ai toujours été malheureux de n'avoir pas pu présenter ce doctorat. Ce qui fait que à l'âge de 55 ans, au moment où ça allait un peu mieux pour moi, professionnellement, les enfants étaient plus grands, etc., je me suis réinscrit à l'ULB et j'ai réussi un doctorat. Donc sur le tard, je suis un jeune docteur en philosophie. Alors quand je dis, voilà, j'avais 55 ans quand j'ai réussi mon doctorat, ça ne veut pas dire que je l'avais raté 10 fois avant. Voilà. Mais donc j'ai tout le temps eu cette double vie, cette double vision, je ne sais pas comment dire. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il est devenu un peu difficile d'évoquer toute ma carrière politique,
Mais bon, voilà, j'ai aussi l'âge que j'ai, hein, donc les années se sont succédées et ça, c'est pas venu comme ça. Donc c'est vrai que j'ai franchi beaucoup d'étapes. Et pour l'instant, et c'est la façon dont je vais introduire le sujet, pour l'instant, j'exerce, donc je suis député à la Chambre, ce qui m'amène à siéger dans les commissions de réforme de la Constitution. Je parlerai de certains articles de la Constitution, de siéger également dans les commissions affaires étrangères, défense, etc., mais aussi dans les commissions d'enquête sur les attentats terroristes, avec tout un volet d'études des phénomènes de radicalisation. Donc ça aussi, peut-être que si vous avez une autre question, je l'aborderai. Mais en plus de cela, depuis quelques années, 4 ou 5 ans, j'assure la direction du centre d'études de ma formation politique, le mouvement réformateur qui est l'héritier du Parti libéral belge, en tout cas dans sa composante francophone. C'est la raison pour laquelle je suis même payé pour le faire. Je n'arrête pas d'essayer de rassembler les idées du libéralisme, les idées libérales, de les structurer et de développer une recherche à la fois historique, idéologique sur le libéralisme, en tout cas en Belgique. Donc, c'est avec ces multiples casquettes que je vais essayer de répondre à votre invitation pour laquelle je vous remercie. Parler de libéralisme, retracer un peu l'histoire du libéralisme belge dans ses rapports avec l'athéisme, ce n'est pas un sujet facile. Ce n'est pas un sujet aussi facile qu'il y paraît. Je vais essayer de le démontrer. Ce n'est pas un sujet facile, surtout si on essaye, comme je vais le faire ce soir, j'ai toujours l'habitude d'être honnête dans mes exposés, mais ici, il me semble que je dois aller un peu plus loin. Je dois aller un peu plus loin et je dois commencer par vous dire quel est mon point de vue. Quel est mon point de vue personnel? Parce que si on veut parler, si on doit traiter, si on doit faire une conférence sur quelque chose qui touche à la conscience, par exemple à la conscience religieuse, il faut quand même que l'on sache d'où parle celui qui présente cette conférence. Si je suis un catholique fervent, vraiment pratiquant, ou bien si je suis un catholique par habitude, voilà, j'ai été baptisé et donc je suis un catholique par habitude, ou bien si je suis un protestant évangéliste convaincu, je n'aurai pas, c'est facile à comprendre, je n'aurai pas tout à fait le même regard sur la question que vous me posez aujourd'hui. Donc je crois que pour que les choses soient très claires, lorsque j'aborde des questions comme celle de ce soir à propos de l'athéisme, et je l'ai encore fait il n'y a pas tellement longtemps à l'université catholique de Louvain-Mons, où j'avais été interrogé sur la foi religieuse et la société libérale, j'avais commencé, donc j'ai apporté quelques exemplaires, vous pouvez les prendre, j'avais commencé en faisant la même mise au point, et en disant, puisque je vais parler de conscience religieuse, éthique, je crois qu'il est normal que je vous dise quel est mon point de vue. Alors, donc d'emblée, moi je me sens, je me définis comme étant athée. Je suis né je l'ai dit tout à l'heure, dans une famille ouvrière de Wallonie, dans un milieu pauvre, dans une famille ouvrière catholique. Ma mère vouait un culte particulier à Sainte Rita. Et donc, dans les corons ouvriers de la région de Charleroi, je suis né à Lautenserre, dans une famille d'ouvriers verriers, voilà, Sainte Rita avait toute son importance. Et ma mère allait régulièrement demander à Sainte Rita tout et n'importe quoi, que mon
mon père rentre directement du travail et qu'il ne s'arrête pas au bistrot, qu'on ait le moyen de payer le dernier loyer. Et alors aussi un élément, je ne vous le dis pas pour faire un peu de misérabilisme, mais parce que c'est un élément qui a eu beaucoup d'importance pour moi durant toute ma vie, y compris dans mes choix éthiques et politiques. Ma mère allait trouver Sainte Rita pour que je guérisse de la poliomyélite. J'ai en effet eu la poliomyélite et j'ai laissé, j'ai gardé quelques séquelles. Ça a marqué la façon dont je me suis rapporté à la vie. Donc vous voyez que le catholicisme de ma famille était un catholicisme déjà fort intéressé. C'était déjà fort intéressé. Pour ma part, vraiment à titre tout à fait personnel, moi j'ai éprouvé très très vite une certaine lassitude par rapport à cette visite chez Sainte Rita et aux dévotions au cierge, aux bénédictions, etc., etc. Donc moi j'ai été plusieurs fois béni, mais malgré ça, j'ai toujours souffert de cette maladie d'enfance, etc., etc. Donc tout ça m'a quand même marqué très 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 fort. Autre élément vraiment dramatique dans ma vie, mais qui fait aussi qui a forgé mes convictions. J'avais 14 ans lorsque ma jeune sœur a été tuée dans un accident de voiture. Et je revois l'église à Lodginsard, dans la région de Charleroi, et à 14 ans, j'ai refusé d'entrer dans l'église alors que toute la famille accompagnait le cercueil. Aujourd'hui, je dois dire que je ne le ferai plus, parce que ça a fait de la peine inutilement à mes parents, mais sur le coup, j'ai refusé cela. Et c'est une image que j'ai toujours gardée en moi. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas un croyant. Je ne crois pas au sens particulier que l'on donne à ce mot. J'ai donc eu l'honnêteté de vous dire que celui qui va vous parler ce soir du libéralisme dans son rapport à l'athéisme est quelqu'un qui est lui-même un athée. Cela veut dire que je vais vous exposer, tout d'abord je vais retracer un peu le fil historique des rapports entre le Parti libéral belge et l'athéisme. Après cela, je vais vous présenter la position officielle de mon parti, du MR, en ce domaine, mais ensuite, j'y ajouterai quelques considérations plus personnelles. Non plus tellement alors en tant que porte-parole du MR, mais en tant que libéral, humaniste libéral convaincu. Et je suis autorisé à le faire, ça je vous le dis aussi, parce que c'est inscrit dans les statuts du mouvement réformateur. Pour tout ce qui concerne les choix éthiques et convictionnels, il y a chez nous la liberté, évidemment de conviction, ça c'est normal, mais il y a aussi la liberté de vote. Ça veut dire que lorsque un vote a lieu dans une assemblée, au Parlement, à la Chambre, ou bien dans un conseil communal, sur un problème d'ordre éthique, il n'y a jamais de discipline de groupe. On ne reçoit pas l'obligation de voter. Donc, par exemple, dans une matière comme l'avortement, l'euthanasie et tous les problèmes éthiques que l'on peut imaginer, c'est la liberté de vote. Ça, au passage, je vous le dis, parfois c'est pas simple. C'est pas simple. On ne va pas parler de la politique du gouvernement Michel aujourd'hui, c'est pas le but. Mais lorsque le MR est dans une coalition, il faut qu'il prévienne les partenaires qu'il peut y avoir sur certains votes d'autres voix qui s'expriment que le choix du parti. Donc c'est la raison pour laquelle, déjà vous disant tout cela, je ne tourne pas autour du pot, parce que je vous donne déjà des informations importantes en matière de rapport entre le libéralisme, le parti libéral, le mouvement réformateur et les problèmes d'ordre éthique ou les grandes questions d'ordre éthique. Donc je ne suis pas croyant, je suis athée, mais je suis aussi libéral, je suis aussi profondément libéral. Alors cela signifie quoi? Cela signifie que
jamais je n'accepterai, et mes collègues avec moi, jamais nous ne pourrions accepter que quelqu'un soit stigmatisé ou que quelqu'un soit privé de sa liberté convictionnelle, de sa liberté religieuse. Moi, je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, je ne suis pas croyant, je suis athée, mais je suis libéral. Cela signifie donc que quelqu'un, à mes yeux, que tout être humain a le droit à la liberté de croire ou de ne pas croire. S'il est croyant, si cette personne croit en un Dieu, en une transcendance supérieure, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est aussi fondamentalement, je ne dis pas que c'est le MR qui l'a écrite, mais qui est fondamentalement d'inspiration d'esprit libéral, la Déclaration universelle des droits de l'homme lui garantit l'exercice privé et public de sa religion. Ça, c'est un article important de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est l'article 18, sauf erreur de ma part. Pas de problème, entrez. Je me suis simplement présenté jusqu'à présent, et vous me connaissez, donc ça ne pose pas trop de problème. À la fois non-croyant, mais libéral, cela signifie que, à mes yeux, tout être humain a le droit à ses convictions religieuses convictionnelles, et que je ne pourrais pas accepter que quelqu'un soit stigmatisé ou soit privé de ses droits et libertés. Les droits et libertés qui lui sont garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit cela, dit bien que la personne a le droit à l'exercice privé et public de sa religion. Ça, c'est un point qu'on oublie souvent. Quand on sort la fameuse phrase en disant les problèmes religieux ne nous concernent pas, ça relève de la sphère privée, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. D'abord, il y a cet article de la Déclaration qui dit que la personne a aussi le droit à l'exercice public de ses convictions religieuses. On ne peut pas lui enlever ça. En plus, la sphère privée est quelque chose à quoi tient énormément le libéral que je suis. Et que l'on vienne dire que c'est le champ de la religion, ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, qu'un individu soit catholique, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, protestant ou autre, il exerce le droit fondamental qui est le sien de croire en un Dieu, en une puissance transcendante, à laquelle il attribue des qualités infinies, à laquelle il reconnaît le droit de la juger. Donc voilà, c'est ainsi, et il faut bien considérer, il faut bien se rendre compte qu'il y a aujourd'hui sur la planète plusieurs milliards d'individus qui croient en une telle forme de transcendance. Telle est donc la position, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vous présenterai la position officielle de ma famille politique, telle est donc la position officielle du mouvement réformateur. Alors, c'est cette reconnaissance, cette acceptation, ce combat aussi, pour garantir le droit à chacune et à chacun d'exercer d'avoir les convictions religieuses qui sont les siennes. Cela est déjà inscrit, je vous donnerai les éléments historiques tout à l'heure, mais cela est déjà inscrit longtemps dans la doctrine du Parti libéral belge, en tout cas dans la partie francophone de notre pays, c'est inscrit dans les statuts du mouvement réformateur, et cela a été rappelé tout récemment lors du congrès doctrinal de Sydney que le mouvement réformateur a organisé. Nous avons adopté un nouveau manifeste que je connais très bien, puisque, étant donné les fonctions que j'ai rappelées tout à l'heure, c'est moi qui l'ai écrit et c'est moi qui l'ai défendu devant le congrès de mon parti. Mais cette dimension-là est bel et bien présente. La position donc officielle du MR, elle est celle-là. Et elle est celle-là depuis 1961. En 1961, le président Omer Van Oudenhoove a déclaré que le Parti libéral pouvait rassembler des croyants et des non-croyants, des laïcs, des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des agnostiques et des athées. Et à un certain moment, nous avions même François Perrin qui était bouddhiste.
à un moment donné. Donc, voilà. Donc le MR n'est pas, à la fin de sa vie, il était bouddhiste. Le MR n'est donc pas attaché à une confession, il est attaché à une conviction, c'est que toutes les confessions se valent. Il n'est pas attaché à une confession, et donc il n'est pas non plus déconfessionnalisé complètement. Pourquoi? Parce que chez nous, enfin je veux dire, dans ma formation politique, il y a des représentants des différentes convictions. Voilà, je viens de vous le dire, moi je suis athée, je sais que Didier Reynders est agnostique, Michel Forêt est protestant, Jacques Brocchi est juif, Monsieur de Donéa, enfin François-Xavier de Donéa est catholique, et donc voilà, il y a des confessions présentes autour de la table quand nous nous réunissons. Et je peux vous assurer, ça je peux vous le dire, que le problème confessionnel n'a jamais, en tout cas depuis que je suis associé comme collaborateur à la direction du parti, n'a jamais vraiment posé un problème insurmontable en interne. Donc l'EMR n'est pas un parti confessionnel, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais ce n'est pas un parti déconfessionnalisé. Il y a des tendances chez nous, et il arrive que sur certains points, il faille négocier. On négocie en interne, mais ça n'a jamais abouti à une querelle, à une séparation, à un schisme, à une hérésie et tout ça. Donc ça, on va laisser ça aux autres. Voilà. Je vous donne encore un élément que l'on remarque peu. C'est que cette ouverture philosophique d'Omer van Oudenhoff en 1961, qui ouvre à l'ensemble des confessions et des croyances et des non-croyances, elle a aussi évolué. Et à un certain moment, un de nos présidents, Daniel Ducarme, a eu une idée dont aujourd'hui on parle beaucoup, bien que certains le découvrent. Il a dit, étant donné l'ouverture philosophique qui a été faite, nous ne pouvons plus nous déclarer comme étant un parti. Pourquoi? Parce qu'un parti représente une partie de la population. Un parti représente une partie d'intérêt particulier. On retrouve le même mot, des intérêts d'un certain groupe de personnes et d'individus. C'est la raison pour laquelle il a combattu devant le Congrès. Déjà à l'époque, j'étais aussi rapporteur, et donc je me suis aussi battu pour ça, pour mon président de l'époque. Et le Parti libéral, qui était le Parti réformateur libéral, le PRL que certains d'entre vous ont bien connu, est devenu le mouvement réformateur. C'est plus un parti, c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement, on n'est pas obligé uniquement d'avoir sa carte de parti pour pouvoir, on n'est pas obligé d'être un ancien libéral du PRL pour pouvoir être dans le mouvement en tant que membre, sympathisant, etc., etc. C'est un mouvement. C'est quelque chose qui est passé aujourd'hui, par la suite, qui a été un peu mis sous couvert, mais quand on voit les recherches, les velléités de partis comme En Marche, etc., ça reprend un peu de couleur, cette histoire-là. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais le dire. Mais le mot mouvement traduit aussi cette volonté de ne pas s'en tenir à une conviction philosophique ou religieuse bien précise. Il y a au sein du MR des laïcs, des catholiques, des croyants, des non-croyants, des protestants, etc., etc. Donc, cet élément-là a toute son importance. Le parti, le MR, ne représente donc plus une partie de la population qui, avant Omer van Oudenhoff, maintenant on entre dans le domaine de l'histoire, avant Omer van Oudenhoff, la famille libérale, le parti libéral belge, puisque c'est seulement après qu'il s'est scindé en parti francophone et néerlandophone, était essentiellement anticlérical. Ça, c'était vraiment le fond philosophique
ou idéologique et politique du Parti libéral. Alors, nous sommes donc devenus un mouvement qui peut rassembler toutes les convictions, parce que au sein de notre mouvement aujourd'hui, nous avons le sentiment que nous mettons en œuvre, de facto, les vertus de la laïcité, à savoir la séparation de l'État et de l'Église, la séparation du politique et du religieux, la primauté de la loi civique sur la loi divine, la primauté du politique sur le religieux. Donc tous ces éléments-là, ben, si vous voulez, dans nos statuts, au sein du MR aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de laïcité appliquée. Voilà, c'est une sorte d'application de la laïcité. On prend les grands principes de la laïcité et on les applique en interne. Et toute personne qui irait à l'encontre de cette laïcité politiquement appliquée, statutairement définie, etc., ben, serait en contradiction avec le manifeste, avec les engagements du MR. On peut considérer que cette ouverture philosophique voulue à partir de 1961 par Omer Van Oudenhoff, elle n'est pas non plus, enfin l'expression est un peu idiote, elle n'est pas non plus tombée du ciel, cette décision. Elle correspondait, et elle correspond toujours, mais là on va en arriver à des problèmes plus actuels, notamment avec l'islam. Mais elle correspondait à une évolution de notre société. La société moderne, dans une démocratie de type libéral au sens large, eh bien, est une société ouverte. C'est une société ouverte. Elle a été constituée par différents courants de migration, par différents courants convictionnels, par des oppositions entre les cultes, etc., etc. Mais il y a, au sein de notre société, de la société moderne de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, la société est devenue une société pluriculturelle, pluriconvictionnelle, composite, avec tout un ensemble de populations, de traditions, de langues, etc., etc. Si on prend l'exemple de la ville de Bruxelles, je pense que c'est une des villes européennes qui est une des villes les plus musulmanes de l'Union européenne. C'est une ville où on parle plus de 200 langues. Il y a 200 langues qui sont parlées aujourd'hui à Bruxelles. Et si vous prenez le métro après avoir pris le train à Bruxelles, ben, si vous entendez des francophones parler, vous avez un peu de chance. D'abord, il y a beaucoup de flamands, et puis alors, il y a toutes les autres langues qui s'expriment. C'est comme ça. C'est ainsi, c'est une réalité de notre temps. Donc on peut considérer que le MR, à partir de l'ouverture philosophique d'Omer Van Oudenhoff en 1961, n'a fait que, comment dire, suivre, allez, si j'étais ici pour essayer de convaincre, je dirais à anticiper l'évolution de notre société. Mais c'est bien de cela dont il s'agit. Aujourd'hui, je vais rappeler tout à l'heure combien le Parti libéral à certains moments a été faible en Belgique, mais aujourd'hui, le mouvement réformateur, si on regarde les sondages d'opinion, les résultats, est un des partis les plus stables de l'électorat francophone, de la partie francophone du pays. C'est donc un parti qui a grandi en s'ouvrant à toutes les convictions et en s'ouvrant aux différentes modalités d'une forme d'application de la laïcité. Donc, voilà, on pourrait dire, Omer Van Oudenhoff a eu le nez fin, et ceux qui ont continué, qui ont poursuivi son œuvre, malgré les difficultés, malgré des tensions, etc., ont eu raison, parce que il y a une rencontre entre la société moderne et le projet de ce parti. Mais auparavant, la longue histoire du Parti libéral, alors je dis pourquoi dis-je la longue histoire du Parti libéral? Parce que le Parti libéral est le premier parti qui a été créé en Belgique, en 1846. Et nous pensons, il faudrait un jour vraiment faire la vérification, nous pensons que c'est le premier parti libéral créé en Europe.
Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est le premier parti politique créé en Belgique. Donc, c'est le plus vieux, 1846. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, le Parti libéral belge, depuis le début, depuis le berceau du libéralisme qu'a été Bruxelles, était essentiellement anticlérical. Anticlérical, ça c'est vraiment la caractéristique que l'on peut retenir. Il y a eu des nuances, à différentes périodes, et par exemple, le professeur Pascal Delwitt de l'ULB distingue 3 périodes. Il vient de publier un livre sur l'histoire du Parti libéral. Il distingue 3 périodes, 1846-1894, 1894-1961, et ensuite de 1961 à aujourd'hui. Durant la plus grande partie du XIXe siècle, les libéraux belges ont constitué une véritable force politique de poids. Voilà, ça comptait. Ils faisaient alternance avec les catholiques. La confrontation entre les libéraux et les catholiques était essentiellement bipartite. Il y avait peut-être des petites formations, mais il y avait deux gros costauds, 2 mastodontes sur le ring. C'était les catholiques et les libéraux, ou les libéraux et les catholiques. Pourquoi? Parce que le Parti ouvrier belge n'existait pas encore à ce moment-là. Lui est créé plus tard. Je pense que hier, vous avez eu une leçon d'histoire à ce sujet. Alors, l'opposition entre ces 2 mastodontes politiques dans notre pays au XIXe siècle est, et je cite Pascal Delwitt, est une opposition brutale et impitoyable. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'entente. Ce sont deux frères ennemis, 2 corps ennemis qui se sont affrontés. Ils se sont affrontés politiquement. Pourquoi? Pour accéder au pouvoir. Pour accéder au pouvoir, aux responsabilités ministérielles. Parce que celui qui avait les responsabilités ministérielles, le parti qui avait les responsabilités ministérielles, pouvait alors appliquer son point de vue dans les différentes politiques qui allaient être mises en place. Avec, principalement, je vais le dire comme ça, principalement en matière d'enseignement. Ça, l'enseignement, ça c'est la pomme de discorde depuis l'existence de la Belgique, et probablement même avant. Et donc tout le combat est là, Il y a des élections, selon un mode de suffrage qui n'est pas encore universel. C'est encore un mode de suffrage qui favorise les gens qui ont les moyens. Et donc, quand je dis ça, des gens qui ont les moyens, vous vous rendez bien compte qu'on se situe un peu dans la même catégorie sociale, de catholiques bien dans leur papier, et de libéraux bien dans leur papier aussi. Et tout ça s'affronte politiquement, durement, impitoyablement, avec des coups bas, des attaques, des déclarations, etc., pour accéder au pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, alors on peut imposer la vision qui est la sienne, au point de vue notamment de l'enseignement. Alors, pendant donc une longue durée durant le XIXe siècle, il va y avoir cette alternance entre catholiques et libéraux. Avec, à un certain moment, un passage, un moment historique, vraiment historique dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de notre société, à savoir l'instauration du suffrage universel. Instauration du suffrage universel, fin du XIXe siècle, et apparition aussi, un peu avant, du POB, Parti ouvrier belge. Donc il n'y a plus 2 mastodontes sur le ring, et il n'y a plus quelques électeurs bien dans leur papier qui choisissent. Non, maintenant on a affaire au suffrage universel, les hommes. Hein, donc je le dis pour les dames qui sont présentes, il y a encore beaucoup de combats à mener, mesdames. Et donc voilà, le suffrage universel masculin. Et le Parti libéral va souffrir considérablement de cette introduction du suffrage universel.
Voilà, c'est ainsi, c'était un libéralisme de classe. Je pense, je reviendrai peut-être tout à l'heure, moi j'ai la conviction, hein, donc à force d'écrire un peu l'histoire du libéralisme et de mon parti, le Parti libéral belge, j'ai la conviction que les auteurs libéraux n'ont pas été capables, donc les penseurs libéraux, les idéologues libéraux, n'ont pas été capables, à la fin du XIXe siècle, de penser et d'apporter les réponses aux difficultés du prolétariat, aux difficultés sociales du prolétariat. Donc c'était normal que les gens se détournent. S'il y avait eu une réponse, elle aurait pu convaincre, elle aurait pu être portée, elle aurait pu être mise en œuvre. Donc, les idées du Parti libéral de l'époque sont restées des idées conservatrices. Il fallait conserver ce qui était l'acquis de quelques années. Pas de tous les libéraux. Ça, c'est important. Il y a une fracture. Il y a des libéraux conservateurs, mais il y a aussi des libéraux progressistes qui, eux, à un certain moment, vont même rejoindre, une partie en tout cas, va rejoindre le Parti socialiste. Donc c'est passionnant comme période de notre histoire, parce qu'on comprend alors beaucoup de choses de ce qui est venu jusqu'à nous. Le Parti libéral donc souffre de l'introduction du suffrage universel, et il faut que je le précise pour que ce soit bien clair, suffrage universel qui a été combattu par les libéraux conservateurs, mais qui a été porté par les libéraux progressistes, à commencer par Paul-Émile Janson et des gens pareils. Donc, le parti se réduit, sa sphère d'autorité devient une peau de chagrin. Moralité, il devient une espèce de parti d'appoint, un parti pivot, que l'on va chercher quand on en a besoin pour faire la majorité. Et la plupart du temps, les libéraux de l'époque, conservateurs, parce qu'il y en a plusieurs des progressistes qui ont rejoint les rangs du POB, les conservateurs libéraux de l'époque, la plupart du temps, vont s'allier, vont répondre à l'offre qui leur est faite par les catholiques pour barrer la route aux socialistes. Ça va être un mouvement historique de cette époque. Cela va donc amener les libéraux à être souvent, donc ça c'est un peu le paradoxe, ils vont être souvent présents au gouvernement pendant cette période, pendant presque tout l'entre-deux-guerres. Et voilà, pourquoi? Parce qu'ils sont un parti pivot, on a besoin d'eux pour faire majorité. Et après 1945, dans le contexte très dur de la question royale, des guerres scolaires avec les lois Harmel et Collard de 52 et de 55. Donc, oui, ils sont au pouvoir, mais ils sont au pouvoir dans des conditions tout autres que celles que je vous ai dites tout à l'heure pour le début du 19e, à savoir qu'ils sont au pouvoir pratiquement pour ne rien faire, avec aucune possibilité d'appliquer leur programme. Ils sont un petit parti d'appoint qui sert les intérêts des catholiques pour barrer la route aux socialistes. En 1959, cela va être l'adoption du pacte scolaire. Ça, c'est un événement essentiel dans l'histoire de notre pays, mais ça va être aussi un événement essentiel dans l'histoire du Parti libéral. Puisque c'est dans la foulée du pacte scolaire de 1959 que Omer Van Oudenhoff va dire « Maintenant, c'est terminé. Si on veut arrêter de se réunir dans une cabine téléphonique, il est temps, enfin c'est l'expression qu'on utilise, hein, se réunir dans une cabine, je ne crois pas qu'il ait dit ça à ce moment-là, mais si on ne veut plus se réunir à quelques-uns entre nous et jouer aux cartes, il faut qu'on s'ouvre. » Et donc, voilà, il décide l'ouverture philosophique à toutes les convictions, et on range de côté l'héritage anticlérical qui a tout le temps été la marque du Parti libéral pendant les décennies qui ont précédé. Mais, je dois avoir l'honnêteté d'attirer mon attention là-dessus. Anticléricalisme, oui, d'accord, mais chaque fois qu'on leur a proposé de monter au gouvernement dans un gouvernement catholique, la plupart du temps, ils ont dit oui. Donc voilà, c'est aussi un anticléricalisme un peu qui faisait bien l'affaire. Enfin bref. Alors, le Parti libéral va donc abandonner officiellement son statut de parti anticlérical et laïque.
Et les libéraux vont alors connaître une période difficile après ça, entre 61 et 99. Ils vont essayer d'évoluer, mais ça, comment dire, ça ne se déclenche pas rapidement. Le processus ne prend pas rapidement. Et le parti qui va être, j'aime pas être trop méchant avec ceux dont je suis un peu l'héritier, mais il faut bien reconnaître que pendant ces années qui suivent 1961, ce ne sont pas les idées progressistes qui l'emportent au sein du Parti libéral, ce sont plutôt les idées conservatrices. Conservatrices, en termes peut-être sociétaux, mais aussi en termes économiques et sociaux, surtout. Parce que ça, c'est aussi une autre grande constante de la vie politique. Et donc, les libéraux vont être longtemps, à plusieurs reprises, je crois que Pascal Deluit qui calcule tout, donne le nombre d'années, entre 61 et 99, les libéraux vont rester dans l'opposition pendant 24 ans. Il y aura juste deux étapes. À un moment donné, le gouvernement Le Burton en 73, et ensuite le gouvernement Martens-Goll en 80 jusqu'à 87 à peu près, si je ne me trompe. Sinon, c'est l'opposition. L'homme qui a transformé le Parti libéral, il vient du Rassemblement wallon. C'est Jean Gol. Jean Gol, à un moment donné, avec quelques-uns, dont François Perrin que je citais tout à l'heure, quitte le Rassemblement wallon avec Étienne Knobs et d'autres, et s'associe au Parti libéral. Et Jean Gol devient président. Et Jean Gol, lui, va être quelqu'un qui va essayer de casser les habitudes, les acquis d'un libéralisme assis. Il va oser un combat plus progressiste. Mais celui qui va vraiment transformer le libéralisme, ça va être Louis Michel. Louis Michel, qui succède à Jean Gol, va lui fonder idéologiquement ce qu'il va appeler le libéralisme social. Encore une fois, j'ai eu l'honneur de commencer ma carrière avec lui. Il va fonder le libéralisme social en écartant de la doctrine du parti tous les éléments conservateurs possibles et imaginables. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais enfin, on les a traqués, il a essayé de les rejeter, et il y a eu un nettoyage. Il y a eu un nettoyage avec de grandes avancées. Même un politologue comme Pascal Deluit, qui est plutôt de tendance socialiste, je pense, ou en tout cas plutôt à gauche, reconnaît que celui qui a fait avancer le plus de causes un peu humanitaires, c'est Louis Michel, à travers ce libéralisme social. Et aujourd'hui, voilà, le parti essaye toujours de s'inscrire dans cet héritage. Je vous ai dit qu'on ne parlerait pas du gouvernement actuel, mais si vous avez des questions, je veux évidemment bien essayer d'y répondre. Mais il y a eu cette évolution. Donc l'évolution est passée d'un parti libéral anticlérical à un parti qui souffre d'une modification du paysage politique avec une modification du suffrage universel, qui se réduit à être une force d'appoint pour le Parti conservateur catholique. Et puis, à un moment donné, il y a une ouverture philosophique qui permet enfin un peu d'air idéologique sur le plan économique et sur le plan social, avec deux personnalités qui vont bouleverser le jeu, Jean Gol et Louis Michel. Et depuis ce tandem, depuis ce duo, le parti est un parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui compte sur la scène politique belge. Alors, rapide, donc j'ai évoqué rapidement les faits historiques d'évolution. Je vais reprendre maintenant quelques aspects du combat anticlérical du XIXe siècle. Après l'échec de Napoléon, les provinces belges ont été réunies dans les Pays-Bas par le traité de Paris de 1814, lequel a été confirmé par le Congrès de Vienne en 1815. Le libéral Jean-François Gendebien
s'en réjouit, il est tout content, et il dit, tout bien considéré, la loi fondamentale du royaume de Néderlands, donc c'est un beau mot, la Néderlands, présente les garanties les plus libérales qu'un peuple puisse désirer. Donc il dit ça en 1815, au moment où nous sommes intégrés aux Pays-Bas. Il estime que le roi, voilà, j'ai la phrase ici, il estime que notre peuple, le peuple belge, a contracté avec un prince qui a pris l'engagement solennel de régner comme doit le faire un bon roi pour le bonheur, la stabilité et le plus grand avantage de l'État. Et Jean de Bien considère que on peut avoir confiance dans le roi de Néderlands. Mais les Belges vont très très vite déchanter. Ils vont très vite déchanter. Ils vont être pressurés par des taxes. Dans les années 1820, il y a une opposition libérale qui va commencer à se dresser contre les taxes et les impôts qui leur sont imposés. Oui. Ils vont aussi se dresser contre les attaques à la liberté de la presse, qui a une importance terrible au XIXe siècle. C'est vraiment un des outils de développement de toute la pensée libérale, c'est le combat pour la liberté de la presse. Et cette liberté de la presse, elle est de plus en plus réduite à rien. Ils vont également se dresser, ces libéraux belges, pour l'élection directe des parlementaires, que les Belges puissent choisir leurs parlementaires. Ça va être difficile pendant les années 20, des tensions, des conflits, etc. Et le 26 septembre 1830, un gouvernement provisoire est installé, et le 4 octobre, un décret est pris par ce gouvernement provisoire qui proclame que les provinces de Belgique, violemment détachées de la Hollande, constitueront un État indépendant. C'est amusant de trouver le mot violemment détaché. Donc c'est le gouvernement lui-même qui dit que les provinces ont été violemment détachées de la Hollande et on constituera un État indépendant. Le Congrès élabore et adopte une constitution pour la Belgique, une constitution qui est progressiste, terriblement progressiste pour l'époque, et libérale. Elle est présentée comme étant une des plus libérales de l'époque. Elle est tellement progressiste et libérale qu'elle va entraîner immédiatement la réaction catholique. Et le 5 août 1832, le pape Grégoire XVI, publie une encyclique. Et l'encyclique est intitulée « Sur le libéralisme et les maux de la religion ». Dans cette encyclique, le pape condamne les libertés modernes et surtout la liberté de conscience. Là, je vous lis un extrait. Le pape, de cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Donc voilà, dans l'encyclique du pape, ça c'est quand même, ça c'est une encyclique comme on n'en fait plus beaucoup, hein, donc pas celle-là. Voilà, ce délire, on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses, à laquelle a plani la voie, cette liberté absolue et sans frein des opinions, qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme étant avantageuse à la religion. Alors il termine en disant, nous disons que tout ça, avec tout ça, avec cette constitution, est ouvert le puits de l'abîme, d'où Saint Jean vit monter une fumée qui obscurcissait le soleil et des sauterelles pour sortir la dévastation de la terre, etc. C'est l'encyclique de 1832, après l'écriture et l'adoption de la Constitution belge. Nous avons été attaqués par les sauterelles. Alors, en 1834, suite à l'installation de l'université de Malines, les libéraux et les loges maçonniques fondent l'université libre de Bruxelles.
avec une déclaration importante de Théodore Veraguin. Voilà ce qu'il dit. En parlant des lumières du siècle, mettons tout en œuvre pour les propager, mais avant tout pour les conserver, car nos ennemis veillent pour les éteindre. Qu'à l'exemple des écoles gardiennes et d'enseignements mutuels qui en grande partie doivent leur splendeur aux loges maçonniques, qu'une université libre vienne servir de contrepoids à l'université catholique. Donc c'est quand même des... On voit que ces gens ne rigolaient pas, hein. Donc il y avait vraiment un affrontement, il y avait vraiment une ligne de tension. Ils font une université là-bas, les catholiques, et nous on va faire notre université ici, avec l'appui des loges maçonniques. En 1837, les évêques belges vont inviter les catholiques qui en seraient membres à abandonner les loges maçonniques. Parce qu'il pouvait y avoir des catholiques dans les loges maçonniques. Donc en 1837, les évêques belges disent aux catholiques, si vous êtes dans les loges maçonniques, il faut en sortir. En 1839, donc la Belgique existe depuis 1830, pendant cette décennie, les relations avec les Pays-Bas n'ont pas été très très bonnes. Les Pays-Bas n'ont pas reconnu tout de suite l'existence de la Belgique. Et donc il y a eu des tensions. Comme il y avait cette tension avec les Pays-Bas et que la Belgique n'était pas encore sûre de son existence, la tension politique était aussi tournée vers eux. Mais en 1839, les Pays-Bas acceptent et disent voilà, c'est ok, ils sont là, on va faire avec. D'où les tensions de politique extérieure vis-à-vis des Pays-Bas n'existant plus, le conflit interne, lui, va vraiment alors se tendre très fort entre catholiques et libéraux. Je dis toujours entre catholiques et libéraux, ou je pourrais dire à ce moment-là entre catholiques et libéraux progressistes, toujours parce qu'il n'y a pas encore d'autres familles politiques sur le terrain. Et après 1839, l'Église catholique va développer une volonté très, très forte dans le domaine de la politique intérieure. L'Église, un petit peu contrairement d'ailleurs à ce que laissait entendre le pape en disant certains ont l'impudence de dire que tout ça, la Constitution, c'est avantageux pour la religion, bien l'Église va développer une autre politique qui va consister à dire eh bien, la Belgique existe, il ne faut plus compter sur les Pays-Bas pour venir remettre de l'ordre ici. La Belgique existe, il y a une constitution, c'est une constitution qui garantit des libertés. Eh bien, on va utiliser à fond la liberté illimitée d'enseignement qui est garantie par la constitution de ce pays. Et c'est le début, c'est vraiment alors là tout un mouvement qui est mis en œuvre pour imposer l'enseignement libre catholique. L'autorité publique perd du coup son pouvoir souverain sur l'enseignement, il y a une partie qui lui échappe. Les catholiques peuvent choisir leurs enseignants, ils ne sont plus choisis par, par l'autorité publique. Un diplôme n'est même plus requis pour pouvoir enseigner. Ce qu'il faut, c'est être catholique pour pouvoir enseigner dans les écoles de l'enseignement libre. Donc c'est vraiment toute une machine qui est mise en œuvre à cette époque, qui va faire la force, la puissance de l'enseignement libre catholique. J'ouvre une toute petite parenthèse, on pourra y revenir tantôt si vous voulez, mais ce qui est surprenant avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les difficultés de mettre à jour, de mettre en place un islam démocratique, vous retrouvez le même type de difficulté, de préoccupation aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une difficulté pour savoir quelle est la formation des imams. Ils ne sont plus désignés par l'autorité publique. Je vous dis, en 1800, dans les années 1840-50, ce sont les catholiques qui choisissaient leurs enseignants. C'est la même chose aujourd'hui pour ces cultes. Et il n'y a pas le culte musulman et il n'y a pas de contrôle. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est que la problématique de la rencontre de notre société
avec une autre forme de conviction religieuse, qui est la conviction musulmane, relance certaines questions qui avaient été, que l'on a essayé, en tout cas, de surmonter à travers l'histoire de notre pays. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout cela, ça veut simplement dire qu'il faut essayer de trouver les moyens de répondre à toutes ces questions-là et à développer les réglementations nécessaires. Donc, c'est vraiment un développement, une machine, c'est vraiment une machine de guerre qui est lancée à cette époque. À tel point que le 14 juin 1846, les libéraux décident alors de faire front, de s'unir. Il y avait différentes familles libérales un peu partout dans le pays. Et le 14 juin 1846, ces libéraux décident de s'unir au sein d'un parti. Ce parti sera présidé par Eugène Defax, et Defax va vraiment... Attendez, excusez-moi, je voudrais vous lire cette citation de Fax. Voilà, le Parti libéral de la composition de la représentation nationale dépendent les destinées de la patrie. Qu'une majorité formée d'hommes éclairés, fermes, il n'y a jamais de femmes, hein, donc à chaque fois je le rappelle, qu'une majorité formée d'hommes éclairés, fermes, désintéressés, d'hommes vraiment libéraux, viennent à dominer dans la législature et tout changera de face. Ça, c'est le discours que Defax fait à la tribune du Congrès libéral au moment de sa fondation en 1846. La menace catholique est très forte. Il y a vraiment le lancement d'une machine de guerre à travers l'enseignement. Et donc Defax dit, il faut que les libéraux s'unissent, et si nous arrivons à dominer dans la législature, tout changera de face. Le désordre cessera. Donc c'est intéressant de voir que c'est lui-même qui utilise le terme désordre, parce que l'on voit des catholiques créer des écoles catholiques. Le pouvoir civil affranchi de la tutelle de l'Église rentrera dans sa dignité et ses attributions. Le prêtre comme prêtre se renfermera dans ses temples. Donc ça, c'est encore une fois, on sent que ce sont des discours importants. Alors, j'ai déjà touché un mot de cela à propos de la création de l'UNB, mais il est clair que la naissance du Parti libéral, en 1846, elle a été rendue possible grâce aux loges maçonniques. Ce sont les loges maçonniques qui apportent leur soutien à la création du Parti libéral. Et donc on retrouve ce que j'ai déjà évoqué, un parti anticlérical progressiste, dur, puissant, capable d'alternance après avec les catholiques, donc c'est celui qui gagne les élections qui prend le pouvoir, et le schéma va se reproduire comme ça régulièrement au fil des élections. Et je vous cite encore un exemple, en 1870. En 1870, le président du Parti libéral, Pierre Van Humbeek, présente un programme très clair. Voilà ce qu'il dit. 1. La sécularisation complète de l'enseignement public à tous les degrés. Terminer l'enseignement catholique. 2. L'application générale et uniforme du principe de sécularisation des cimetières. Il y avait aussi beaucoup de disputes pour l'organisation des cimetières. 3. La suppression des exemptions en matière de milices à raison des cultes. Beaucoup étaient exemptés du service militaire parce que voilà, ils étaient pratiquants du culte, ou bien ils avaient une dérogation signée du prêtre, etc., etc. Et Van Humbeek, lui, alors, est aussi très direct, hein, dans un discours qu'il prononce. Il dit, chers amis, il y a un corps qui bloque la route du progrès mondial. Ce corps du passé, qu'il faut appeler par son nom, c'est le catholicisme. Donc voilà, c'est encore une fois, les types ne mâchaient pas, leur nom. Van Humbeek gagne des élections, et il devient ministre de l'instruction. Il devient ministre de l'instruction publique, et il va imposer une réforme complète, qui est vraiment un élément important,
parce que il va traduire dans le texte de loi les engagements politiques qu'il avait pris. Pour les catholiques, ils vont appeler ça la loi du malheur. C'est la loi du malheur. La loi du malheur va être combattue, mais d'une façon terrible, parce que je pense même que les chrétiens vont essayer d'avoir l'appui du Vatican, à tel point qu'il va à un moment donné même y avoir une rupture diplomatique avec le Vatican, portée par le gouvernement à participation libérale. Mais malheureusement, c'est une façon de parler, hein, mais le combat anticlérical a uni si le combat anticlérical a uni les libéraux belges, il y a malheureusement, puisque j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure, je peux le dire plus rapidement, il y a aussi une fracture sociale. Il y a une fracture sociale au niveau des libéraux. Le ciment anticlérical qui rassemble les progressistes et les conservateurs libéraux ne va pas résister aux tensions d'ordre social qui sont nées, bien entendu, de la prise en considération ou de la non-prise en considération de la condition ouvrière désastreuse de l'époque. Moralité, les libéraux vont commencer à se séparer et à se diviser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, ils ont été incapables d'apporter les bonnes réponses. Voilà, ça arrive dans l'histoire d'un parti. Ils ont raté vraiment ce tournant social du 19e siècle. La question politique majeure du 19e a été, sous cet angle, la question sociale. Et il n'y a pas eu la réponse libérale. Elle n'est pas venue à ce moment-là. Elle est venue par après, elle est venue plus tard, mais pas à ce moment. Et donc, des gens comme quelqu'un comme Walter Frère Orban, lui va rester le chef de ceux que on va pas les appeler les doctrinaires, les conservateurs, on va les appeler les doctrinaires. Et donc lui va maintenir ce courant conservateur, mais il y en a d'autres, comme Paul Janson, qui lui va porter le courant progressiste. À tel point qu'en 1892, il sera le seul parlementaire libéral à s'opposer à l'extension de l'article 310 du Code pénal, tourné contre ceux qui veulent faire grève, ceux qui veulent revendiquer socialement. Donc voilà, il y a une ligne de fracture sociale qui passe à travers le courant libéral, qui va l'affaiblir considérablement. Et en 1893, il va y avoir une tentative. Il y a déjà eu plusieurs contacts et plusieurs accords entre socialistes et libéraux, et il va y avoir une tentative à un moment donné d'organiser un cartel entre libéraux et socialistes du POB, afin d'en finir avec la domination catholique. Les libéraux ne sont plus assez forts pour se battre seuls contre les catholiques. Il y a un cartel qui va se mettre en place, avec une élection mais terrible, mais qui va être perdue par le cartel. Elle va être perdue par le cartel, en grande partie, je pense. Il faudrait examiner les chiffres de façon approfondie, mais Pascal Delbuit a publié un texte à ce sujet, tout simplement parce que parmi les libéraux, il n'y a plus de cohésion. Et donc, les libéraux conservateurs, attentifs à maintenir les acquis, les propriétés, les droits de propriété, etc., ne vont pas jouer le jeu. Ils ne vont pas jouer le jeu. Ils sont en cartel avec les socialistes, mais ils se rendent compte que si ce cartel gagne, ça peut se retourner contre leurs propres intérêts. Et donc, ça va être un échec. Et, moralité, la domination cléricale va l'emporter à ce moment. Et donc, voilà, il y aura encore des affrontements, il y aura encore des tensions, mais à partir de cette époque, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant, le Parti libéral alors ne sera plus qu'un petit parti, un parti d'appoint pendant quelques décennies, la plupart du temps en accord au gouvernement,
mais au gouvernement pour ne pas y faire grand-chose, puisque ce sera dans des coalitions conduites majoritairement par les catholiques. Et donc, en 1961, il y a une rupture qui est instaurée par Omer van Oudenhoff, et à partir de là, il y a un chemin à mes yeux, c'est un chemin de reconquête, si on peut ne pas l'apprécier, mais qui fait que la famille politique libérale se reconstitue et devient la force qu'est le MR aujourd'hui. Alors, je vous avais dit tout à l'heure en commençant que j'allais donner la position, j'allais rappeler la position officielle du MR, du mouvement réformateur, pour tout ce qui concerne les convictions. Je pense l'avoir fait. C'est grosso modo l'application de fait des principes de la laïcité au sein d'un mouvement et non plus d'un parti, dans lequel toutes les convictions sont les bienvenues et dans lequel toutes les convictions sont présentes. Donc une formation politique qui n'est pas déconfessionnalisée, mais qui est multiconfessionnelle à la limite. Ça, c'est un peu l'image d'aujourd'hui. Mais je vous ai dit aussi qu'après avoir dit ça, je retracerai quelques grandes étapes historiques du Parti libéral pour en arriver à quelques considérations plus personnelles. Alors, et non plus tellement comme porte-parole de mon parti. Mais avant d'énoncer ces quelques remarques, je veux quand même prendre une précaution, et je veux insister sur un point. On ne peut pas oublier, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, mais le modèle actuel de démocratie représentative, libérale au sens large, dans laquelle nous vivons, c'est le seul modèle dans l'histoire de l'humanité qui réussisse à garantir la coexistence pacifique des différentes convictions, croyants et non-croyants ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'exemples à ma connaissance de sociétés qui permettaient de maintenir sur un pied d'égalité les différentes convictions. Il y a des sociétés qui ont accepté, par exemple, à Venise, quand c'était la grande époque de Venise, les Juifs étaient assez bien accueillis, mais ils étaient quand même des citoyens de seconde zone, enfermés dans un ghetto, l'origine du mot ghetto, avec tout ce que cela représente comme vexation, avec des taxes, etc. etc. Donc, il y a probablement des cas où des sociétés ont été un peu plus permissive à l'égard de l'une ou l'autre conviction extérieure, mais c'est, à ma connaissance, uniquement au sein d'une démocratie avancée, ça veut dire une démocratie qui a des règles, où il y a un contrôle, où il y a une presse libre, enfin où il y a tous les principes, la séparation des pouvoirs au sein d'une démocratie représentative. C'est le seul modèle où, effectivement, des juifs, des musulmans, des catholiques, des protestants, des anglicans, des bouddhistes, enfin, etc., peuvent être considérés comme des citoyens, sont considérés comme des citoyens égaux, ayant les mêmes droits et libertés. C'est quand même un acquis qu'on ne peut pas négliger. Ce n'est pas un acquis qui est venu tout seul. Ce n'est pas un acquis qui est venu tout seul. C'est pas, encore une fois, pour reprendre ta belle formule de tantôt, c'est pas tombé du ciel, cette affaire-là. C'est le résultat d'un long processus historique qui a abouti à la société dans laquelle nous vivons, essentiellement sur le territoire européen, mais aussi dans quelques autres pays, sur d'autres continents. C'est le résultat d'un long processus historique qui fait que, et là je veux insister sur un point, je vais prendre l'exemple du débat qui a eu lieu pour savoir si on allait introduire dans la Constitution européenne une référence à la chrétienté, à nos racines chrétiennes. Finalement, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu de Constitution européenne. Enfin, bon, la question a été solidement débattue. Moi, j'ai une approche, une explication par rapport à cela. Notre société d'aujourd'hui, elle n'est pas sortie comme ça, tout d'un coup. C'est pas vrai.
elle est le résultat de tout ce qui a précédé. Et objectivement, dans ce qui nous a précédé, il y a plusieurs grands moments, il y a plusieurs grandes étapes. Il y a notamment l'émergence tout d'un coup de ce que l'on a appelé le miracle grec avec la science grecque, etc., la philosophie, la démocratie, etc. Puis vous avez, au grand moment, le droit romain. Puis vous avez un moment important avec le judaïsme et la parole christique qui la suit. Vous avez un moment important à la sortie du Moyen-Âge, et puis l'apparition des premiers grands textes de philosophie des Lumières, la mise en place des premiers États qui se donnent une constitution libre pour des citoyens libres, etc. etc. Donc il y a cette évolution, elle est là. Et dire qu'on n'est pas passé par là, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Mais quand on dit ça, donc, moi, on me dit il y a des racines chrétiennes. Je ne vais pas nier qu'il y a des racines chrétiennes. Je ne peux pas commencer à dire qu'on n'a pas vécu sur un territoire qui a été dominé par la théocratie chrétienne, saturé par le christianisme pendant des siècles. Je ne vais pas nier ça. Mais ce qui est important, c'est que quand on parle du résultat d'un processus, c'est d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un copier-coller, comme on dit aujourd'hui. On n'a pas repris les grands principes du christianisme ou des principes du droit romain ou des principes grecs, etc., tels qu'ils étaient à ce moment-là et tels qu'on les mettrait aujourd'hui en œuvre. Parce que sinon, et je vais prendre un exemple que j'ai déjà cité une fois ou deux, il n'y aurait encore aucune liberté pour les femmes aujourd'hui. Si ça avait été le cas, si on avait maintenu les racines chrétiennes telles qu'on les a reçues, et il y a eu des transmissions de savoir, et il y a eu des choses importantes qui ont été transmises, comment dire, les questions de conscience, l'éthique, etc., etc. Tous ces éléments-là ont joué, mais ils ont chaque fois été amodiés, transformés, métamorphosés par les étapes qui ont suivi. Je vais prendre un autre exemple, la peine de mort. La peine de mort, ça c'est un bel exemple, ça. Si vous prenez la Bible, vous lisez la Bible, il y a un passage où on dit excusez-moi, vous prenez les 10 commandements dans la Bible, et comme vous le savez, il y en a un qui dit on ne peut pas tuer, on ne tuera point. Ok, d'accord. Il suffit de tourner quelques pages, et vous avez la liste de tous les cas où vous pouvez tuer l'autre. Donc, c'est une peine de mort, encore une fois, quand ça arrange, quoi. Donc, tu ne tueras point, oui, sauf, et alors, et c'est pas loin, je crois que c'est quelques pages plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vivons dans le seul système politique démocratique, cette démocratie, qui a vraiment rangé de côté la peine de mort. Pour nous, c'est inacceptable. Ça n'a jamais été le cas avant. Ça n'a jamais été le cas avant. Et donc, moi, je veux bien qu'on dise qu'on a des racines chrétiennes, grecques et tout ce qu'on veut. J'aime bien qu'on dise que ce sont des racines grecques, d'ailleurs. Mais c'est chaque fois une évolution. Et on a modifié ça. Et on a modifié. Quand on dit, bon, voilà, comment dire, les êtres humains sont égaux, etc., ben, il y a quand même toujours cette préoccupation de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc, moi j'aime beaucoup insister sur cet aspect-là des choses. Ce n'est pas un copier-coller des valeurs qui nous ont été transmises. Elles sont le résultat d'une alchimie extraordinaire qui a été portée par des gens courageux, des gens qui souvent, la plupart du temps, étaient issus aussi de familles, soit chrétiennes, protestantes, etc., piétistes, enfin tout ce qu'on veut, mais qui ont eu le courage de faire avancer le schmilblick, de modifier, d'apporter des modifications à des grands principes. Par exemple, quelqu'un comme Kant, à un moment donné, dit, c'est quoi les Lumières? Les Lumières, c'est le fait d'oser penser par soi-même. Voilà, ça c'est ça, oser penser par vous-même. Et n'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Donc, et il était piétiste, il était d'une famille de protestants, etc., etc. Mais vous vous rendez compte du choc que ça représente. Et il y en a beaucoup des cas et des exemples comme ceux-là. C'est ça qui est aussi passionnant dans l'histoire des idées. C'est de voir leur évolution et le moment où tout d'un coup il y a un saut, il y a un passage qui se fait. On n'est plus dans le même type de discours. La peine de mort, aujourd'hui, est un cas comme celui-là. Voilà. Bon,
je sais qu'en Turquie, on va peut-être, Erdogan va peut-être réorganiser un référendum sur le sujet, d'accord? Mais quand on voit nos alliés américains, dans beaucoup d'États, on pratique encore la peine de mort. Ce n'est pas le cas sur le territoire européen. Ce n'est pas le cas au sein de la démocratie européenne. Alors, mais donc je voulais rappeler cela, entendons-nous bien, les quelques éléments critiques que je vais développer à présent n'ont pas pour ambition de remettre en cause ni les acquis de cette démocratie, ni les principes fondamentaux du libéralisme et en particulier du mouvement réformateur auquel j'appartiens. Mais, cela étant dit, je vais quand même voir là-dessus. Donc je parle maintenant davantage à titre personnel, et peut-être un peu plus en tant que docteur de l'ULB. Est-ce que la situation présente est idyllique? Est-ce que nous avons abouti à ce que nous pourrions estimer être le sommet, le summum? Est-ce que la situation est idyllique? Elle est pas mal, parce que bon, il y a quand même beaucoup d'avantages, et je les ai rappelés, et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais tout en étant respectueux des droits et des libertés religieuses de chacune et de chacun, je voudrais émettre quelques réserves. Tout d'abord, première réserve, toutes les croyances et toutes les pratiques religieuses ne sont pas acceptables, de fait. Donc, voilà, on dit dans une démocratie comme les nôtres, dans une société ouverte comme la nôtre, etc., même dans un parti, toutes les convictions philosophiques, religieuses sont les bienvenues, elles sont traitées d'égal à égal, et j'ai autant de respect pour le juif que pour le musulman, le protestant, l'anglican, le bouddhiste, etc., le croyant, le non-croyant, etc., etc. Mais, oui, d'accord, mais bon, est-ce que toutes les pratiques religieuses, toutes les croyances, sont-elles ipso facto acceptables? Est-ce qu'elles le sont? Bon, je ne sais pas. On a en Belgique un système de reconnaissance des cultes qui, en fait, opère un tri. Opère un tri. Voilà. Ce tri, il est juridiquement fondé, puisqu'il y a des procédures. Il y a des procédures de reconnaissance d'un culte. Si un culte répond aux critères, respecte la loi, etc., à un certain moment, il peut être appelé culte reconnu. Comme vous le savez, il y a 6 cultes reconnus chez nous. Il y en a un 7e avec, je vais dire, une conviction. Il y a une conviction supplémentaire qui est reconnue. Excusez-moi, ma langue a fourché. C'est le Centre d'action laïque et la laïcité. Et il y a également un processus de reconnaissance de la morale bouddhiste. Je ne sais pas s'il a déjà complètement abouti. Il a abouti. Voilà, donc, et je pense qu'on ne dit pas un culte parce que Bouddha n'était pas un dieu mais un homme, et donc c'est une morale. Et voilà. Donc, mais restons au niveau des 6 cultes reconnus. Le processus, l'idée, elle est, je le répète, elle est juridiquement fondée. Voilà, il y a un État, il y a des règles à respecter, il y a un processus, il y a une décision qui a été prise au sein de notre histoire politique pour que l'État finance les cultes selon différentes modalités, les bâtiments, les professeurs, etc. Et on reconnaît les cultes qui peuvent bénéficier de cette manne, non pas céleste, mais étatique. Mais moi, je considère que du point de vue philosophique ou idéologique, ça pose problème. Ça pose problème, parce qu'il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait. Et pour moi, mécréant, qui regarde tout ça, qu'est-ce qui fait que le mystère de la Sainte Trinité, ou le mystère de la transsubstantiation dominicale du pain et du vin en corps et sang du Christ, qu'est-ce qui fait que c'est davantage accepté que des principes d'autres cultes
qui eux sont considérés comme étant sectaires et donc ne peuvent pas bénéficier de l'argent de l'État. C'est pas si simple hein, de dire, moi je sais pas, moi quelqu'un vient me dire le monde est porté par un éléphant, l'éléphant il est sur quoi? Il est sur une tortue, la tortue elle est sur quoi, etc., etc. Ben oui d'accord, celui qui me dit Dieu est trois en un, c'est pas si simple que ça. Bon, pourquoi est-ce que quand on dit que Dieu est trois en un, mais qu'un autre dirait Dieu est une tortue avec un parapluie, ça n'irait pas. Donc ça pose une question, moi c'est une question qui est vraiment interpellante et dont on recommence à parler, beaucoup dans les cénacles politiques. Pourquoi? Parce que tout d'abord, vous avez une question, un questionnement qui vient à travers l'islam, donc ça pose un peu de problème. Mais aussi parce que vous avez au niveau de la répartition des moyens, on voit que certains cultes qui se taillent la plus grosse partie des revenus n'ont pas tout à fait le nombre de fidèles qui le justifieraient. Et donc, il y a une réflexion qui se développe de plus en plus, à savoir, est-ce qu'on ne modifierait pas le système de financement des cultes? Il y a une autre question qui dit, oui, mais si on supprimait complètement le financement des cultes, là, il y en a d'autres qui le pensent aussi, et d'autres qui disent, mais non, alors, les citoyens ont le droit de croire, donc si on mettait en place un impôt dédicacé, on mettrait en place un impôt dédicacé comme en Allemagne, en disant, voilà, vous avez les impôts, il faut les payer. C'est comme ça. Malgré les engagements des partis, donc il faut payer les impôts. Alors, mais il y aurait une partie, 1%, 2%, etc., qui serait au choix de la personne. Et on pourrait dire, moi je suis catholique, je veux que les 2% de mes impôts dont je peux choisir l'affectation aille au culte catholique. C'est pas idiot, c'est pas idiot. Mais c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et pourquoi? Tout d'abord, il y a une première difficulté, c'est que chaque citoyen doit alors déclarer sa religion. Et la communauté juive, elle n'en veut pas. Ça, elle dit, nous, on nous a déjà eu une fois à déclarer, on nous aura. Donc la communauté juive ne veut pas. Deuxième difficulté, jusqu'où aller? Jusqu'où aller? Parce que moi, on me dit, Richard, tu payes tes impôts, mais il y a 2% dont tu peux choisir l'affectation. Rien ne me dit que j'ai envie que ça aille à la religion catholique, protestante, etc., ou à la laïcité. Je pourrais très très bien considérer, non, c'est pas ça le plus important. Je pourrais même changer d'année en année, et me dire, ce qui compte, c'est l'enseignement supérieur. Il faut que l'enseignement supérieur ait davantage. Ce sont les écoles qui ont besoin d'argent. Et donc, là, plutôt que de donner à un culte, moi, je préférerais les donner. D'autres pourraient dire, ce qui compte, c'est la santé des gosses. Et ce qui compte, c'est le sport. Ou bien, ce qui compte, c'est la défense de l'environnement. Pourquoi dire que ces 2%-là doivent aller? Alors on pourrait très bien dire, le citoyen qui ne veut pas que son argent aille à des convictions ou à des religions, etc., tout simplement, l'État prend l'argent, c'est l'État qui... Et puis, point à la ligne. Oui, mais enfin, ça c'est quand même un peu dommage. Et il y aurait donc une liberté qui serait accordée à des citoyens qui l'utiliseraient, d'autres qui ne le feraient pas, alors qu'ils pourraient très très bien dire, moi je peux comprendre qu'on doive acheter des avions pour remplacer les F-16, je peux comprendre, c'est un choix de l'État, mais moi je veux quand même que l'école ait l'argent, et qu'il y ait de l'argent pour les hôpitaux, etc., etc. Voilà, donc c'est pas si simple que ça, mais ce type de question revient vraiment. Donc, pourquoi limiter à 6 cultes reconnus le financement de l'État? Philosophiquement, idéologiquement, ça pose problème. Hein, c'est pas si, ce n'est ni clair ni acceptable. Voilà. Deuxièmement, la situation est-elle idyllique? Moi, j'ai le sentiment, surtout pour le moment, que les revendications religieuses en matière d'organisation de la société
les prétentions des différents cultes à régler la vie des personnes, que ces revendications-là ne sont jamais éteintes. Elles ne se sont jamais éteintes complètement. Elles n'ont jamais vraiment disparu. Elles ont simplement été plutôt mises sous pinceau. Elles ont dû. Il y a des règles, il y a des lois qui sont imposées à tout le monde. Mais on voit bien, on peut. Voilà, il suffit encore de voir ce qui se passe avec certaines universités, etc., encore de nos jours, pour se rendre compte que ces questions-là, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Et là, il y a l'apport de ce grand retour du questionnement fondamental avec l'islam. L'islam n'entend pas se laisser faire. Je ne me suis pas exprimé. L'islam n'entend pas être considéré comme une religion annexe ou autre. C'est un culte reconnu dans notre pays. En tant que culte reconnu dans notre pays, il doit bénéficier des mêmes droits et des mêmes avantages que tout autre culte, mais l'islam porte en lui une revendication politique que d'autres courants religieux non plus, ou en tout cas ont mis sur le côté. Cette revendication politique, donc vraiment, c'est-à-dire d'un choix, d'une influence sur le comportement des personnes au sein d'une société, voilà, ça existe. Et alors on voit une chose étonnante, c'est que les différents cultes entre eux ont des relations soit d'opposition, parce que, voilà, soit ils se craignent, soit d'intérêt commun. Un grand exemple, c'est lorsque le secrétaire de l'enseignement catholique dans notre pays, en tout cas dans la partie francophone, qui est quelqu'un de très intelligent, dit « Est-ce qu'il n'est pas temps de poser la question de savoir si dans les écoles de l'enseignement libre catholique, on ne pourrait pas enseigner la foi musulmane ?» Donc avoir un cours de religion musulmane dans les écoles. Et c'est pas Pierre Dupont au bistrot du coin qui a dit ça, hein. C'est le secrétaire général de l'enseignement catholique qui s'est posé la question en disant « Nous avons tellement d'élèves musulmans dans les écoles de l'enseignement libre catholique, il y a un problème qui reste, c'est qu'à un moment donné, il y a le cours de religion catholique. N'est-il pas temps de considérer que dans les écoles de l'enseignement libre catholique, on puisse donner un cours de religion musulmane ?» Donc, voilà, il y a, je ne vais pas dire des intérêts communs, ce serait méchant, mais il y a des préoccupations communes qui peuvent aussi se renforcer les unes les autres. Donc moi, voilà, ce sera une de mes fiertés, c'est d'avoir initié un cours, l'instauration d'un cours de philosophie et puis de citoyenneté pour tous les enfants. Voilà, les modalités ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Je ne suis pas très content de la façon dont ça se passe, mais en tout cas, au moins, il y a eu cette décision qui n'a pas été prise uniquement grâce au travail que j'ai fait, mais tout simplement parce que, ça je suppose que vous le savez, donc les cours de morale et de religion dans l'enseignement secondaire, le gouvernement, l'autorité publique en communauté française a dû les modifier parce qu'ils ne correspondaient plus aux lois internationales. Hein. Parce que la loi au niveau international, le respect des engagements internationaux fait qu'un pays, un État, peut organiser des cours convictionnels, religion et morale, à la condition que les parents aient toujours la possibilité d'inscrire leur enfant dans un cours neutre. Et le cours de morale, qui a toujours été considéré comme étant justement ce cours neutre, est identifié comme désormais comme un cours laïque, et donc il n'est plus le cours neutre dans lequel les parents qui n'en veulent pas pourraient inscrire leurs enfants. Les moralités, les constitutionnalistes ont dit il faut changer le système. Et c'est comme ça que le système change, mais il change lentement. Et donc, voilà, cette question-là, je pense qu'on peut
on peut aussi y réfléchir. Les choses bougent, hein. Les acquis, les choses ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Alors, j'ai présenté tout à l'heure l'ouverture philosophique dans la société libérale qui vise la convivence pacifique des différentes religions sous la protection de la neutralité de l'État et de l'impartialité de l'action de l'État. C'est évidemment un grand acquis. Mais il faut savoir que cette vision, donc là vraiment c'est plutôt le philosophe qui parle, hein, c'est moins l'homme politique libéral, il faut savoir que cette vision, elle n'est conforme à la philosophie libérale que selon un certain point de vue, selon un angle de vue. Mais il y a moyen de voir les choses autrement. Il y a moyen de voir les choses autrement. Et c'est une question extrêmement difficile pour le courant libéral. C'est celle dont je vais vous parler maintenant. C'est une question extrêmement difficile pour le courant libéral. C'est une question qui touche, c'est une espèce de ligne de crête. C'est une difficulté fondamentale, voire même une ligne de rupture. À savoir, où situer la limite. Où situer la limite. Donc, voilà, je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre immédiatement. C'est celui de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un principe fondamental pour les libéraux. Il n'y a pas de démocratie libérale s'il n'y a pas de liberté d'expression. Là, c'est clair, c'est net. Si on n'a pas le droit de dire ce que l'on pense, on n'est pas dans une démocratie de type libéral. Oui, d'accord, mais jusqu'où aller? C'est une question qui n'est pas simple. C'est une question qui n'est pas facile. Il n'est pas facile de répondre à cette question-là. Est-ce que le fait d'ailleurs, il y a déjà des limites. Il y a déjà des limites imposées par la loi. Par exemple, quelqu'un qui tient un discours antisémite est puni par la loi. Donc il y a déjà des limites. Mais il y a des discours qui sont tenus qui remettent en cause les fondements même des principes démocratiques, libéraux, etc., dont je viens de parler pendant toute la soirée. Voilà. Est-ce que l'on peut prôner l'inégalité homme-femme? Vous allez dire, oui, on peut dire ce qu'on veut, voilà. Oui, on peut dire ce qu'on veut, sauf si ça devient un discours politique, qui tend à réimposer aux femmes le joug masculin. C'est bien dire, le joug masculin. Donc, alors quoi, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, en tant que libéral, et donc en même temps attaché à la liberté d'expression, mais en ayant quand même un peu peur de voir des glissements possibles. Et j'ai trouvé, en cherchant, que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un article, c'est l'article 30, je crois. Donc vous avez 29 articles dans la Déclaration des droits de l'homme qui énoncent les droits et libertés de tous les citoyens, etc., etc., etc. Et puis vous avez un dernier article qui dit « Personne ne peut se revendiquer des droits et libertés qui viennent d'être énoncés pour attaquer ces mêmes droits et libertés. » C'est ce qu'on appelle l'abus. Et donc, il y a une proposition de modification de la Constitution, j'ai dit que j'en dirais un mot, que j'ai déposée à la Chambre, qui vise à inclure dans notre Constitution un dispositif comme celui-là. Donc, visant à dire personne ne peut abuser des droits et libertés énoncés, etc., pour tenir un discours qui va à l'encontre, qui veut mettre un point final aux droits et libertés des citoyens tels qu'énoncés. Alors, je ne sais pas à quoi ça va mener. Tout ce que je peux vous dire, c'est que un groupe d'études constitutionnelles a été mis en place, présidé par Patrick de Waal, et qui a beaucoup avancé, qui a entendu des constitutionnalistes pour essayer de modifier certains articles de la Constitution, y compris des articles touchant à l'organisation de l'enseignement. Tout parti confondu, tous les partis démocratiques sont représentés et participent à ces travaux. C'est pas simple, parce que d'abord, pour modifier la Constitution, il faut une majorité des 2 tiers. Deuxièmement, il y a un engagement
au sein du gouvernement actuel pour dire qu'il n'y a pas de transformation institutionnelle sous cette législature-ci. Donc c'est pas évident d'arriver avec des interrogations constitutionnelles, mais ça a quand même bougé, ça a quand même avancé, un tout petit peu grâce à moi, beaucoup grâce à Patrick Dewael, et autant le dire, et à Laurette Olkewicz, qui a vraiment apporté beaucoup aussi dans le débat. Comme il n'est pas simple de toucher à des articles, l'idée, je vous le dis, parce que c'est quelque chose d'important que vous devez savoir, l'idée est d'écrire un préambule à la Constitution. Un préambule dans lequel seraient définis les grands principes de la société belge dans laquelle nous vivons. Alors ça pose des tas de problèmes, parce que certains disent « Ouais, mais les gars, un préambule c'est bien, mais ça n'a pas la force d'une constitution ». D'autres disent « Ben oui, regardez la Révolution française, la Constitution française, il y a un préambule qui vient de la Révolution et qui ne fait pas partie des articles. » Et je crois qu'il y en a encore un exemple. Et donc il y a une dispute entre les constitutionnalistes, c'est pas grave. Le drame que nous avons connu ces dernières années, ce sont les attentats. Les attentats sont venus perturber l'ensemble des travaux parlementaires, et Patrick Dewael a été désigné comme président de la commission d'enquête sur les attentats, qui va bientôt rendre public son rapport. Et donc, moralité, tous les travaux constitutionnels ont été bloqués, n'ont plus avancé, mais normalement, quand la commission d'enquête sur les attentats a terminé, le débat constitutionnel va revenir. Et ça, c'est un beau sujet de réflexion. Parce que, imaginez un instant qu'on veuille définir dans un préambule constitutionnel quels sont les grands principes de notre vivre ensemble. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, hein? Et donc, mais ça, c'est un beau sujet d'examen à donner à des élèves. Écrivez-moi une fois un préambule. Vous avez 20 minutes. Et donc, voilà. Donc, c'était un beau sujet de réflexion qui porte aussi sur les différents. Alors, je vous ai également parlé du financement des cultes, ça je l'ai déjà fait. Et alors, il y a et c'est par là que je vais terminer, il y a un deuxième nœud de difficulté que je vois. C'est la philosophie elle-même du libéralisme. Le libéralisme est fondé sur la liberté humaine. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga du libéralisme, c'est l'être humain. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, le néolibéralisme, le financiérisme et tout ça, je suis tout à fait d'accord, et on peut, si vous voulez, on peut en parler aussi. Mais si on reste au cours de cette soirée axé sur les grands principes philosophiques et notamment sur les problèmes de conscience et de conviction, l'alpha et l'oméga, c'est l'être humain. Voilà, c'est l'être humain, c'est l'être humain qui est l'élément déterminant. C'est d'ailleurs, j'ouvre une toute petite incise pour le signaler au passage, c'est d'ailleurs une différence fondamentale, peut-être même une des seules aussi, différence par rapport au socialisme progressiste. Le socialisme a plutôt tendance à accorder la primauté à la société sur l'individu. Et pour les libéraux, c'est un peu l'inverse. Voilà. C'est une réflexion comme ça. On peut faire une fois une autre conférence sur le sujet. Mais donc, j'en reviens à ce que je disais, parce que quand on parle des socialistes, il y a toujours quelque chose en moi qui frétille. L'alpha et l'oméga du libéralisme, c'est la liberté humaine. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Mais quand on dit l'être humain, on parle bien de l'immanence d'une humanité libérée. L'être humain est un être immanent, et c'est comme ça que nous le voyons. Quand je dis humanité, maintenant, je ne prends plus les termes du passé, et donc quand je dis humanité, pour moi c'est hommes et femmes, donc c'est hommes et femmes dedans. On peut aussi en toucher un mot tantôt si vous voulez, le combat des Femen est un combat fort intéressant, et elles sont pleines de courage. Mais j'en reviens à cela. Est-ce que l'être humain, qui est l'alpha et l'oméga du projet libéral, est-ce que c'est celui qui accepte la soumission à un être supérieur
à un dogme et à une église. À mes yeux, l'être humain tel qu'il est, le vecteur, le foyer, l'origine, le creuset, ou tout ce qu'on veut, de la liberté et du libéralisme, ce n'est pas un être qui est soumis à une autorité supérieure, transcendante, impersonnelle, omnipuissante, omnipotente, enfin, omnivoyante, et tout ce qu'on veut, etc. Ça n'a pas de sens. Faire confiance en la liberté de l'individu comme étant quelqu'un qui est capable d'assumer ses droits, ses libertés, ses responsabilités, etc., c'est faire confiance en un individu qui est un individu sur Terre. C'est un individu qui vit sur Terre et qui n'est pas dépendant ni soumis. Et donc, voilà, cette question-là, moi, elle me pose problème. Parce que, autant, je l'ai dit, en tant que libéral, je suis et je serai toujours un défenseur du droit de chacune et de chacun à avoir ses propres convictions religieuses et philosophiques. Il n'empêche que sur le plan personnel et philosophique de mon propre engagement, j'ai plutôt le sentiment que l'on ne peut parler de liberté que d'une liberté absolue, d'une liberté à laquelle on ne fait pas sa part. On ne fait pas sa part à la liberté. Et donc, ou bien on est libre, ou bien on n'est pas libre. Mais on ne peut pas considérer qu'on a affaire à des individus semi-libres, trois quarts libres, inférieurement libres, etc. C'est un véritable enjeu à mon sujet. En fait, l'être humain, qui est celui visé par l'humanisme, et j'ose même le dire maintenant, par l'humanisme athée, est quelqu'un qui invente sa liberté. Sa liberté n'est pas quelque chose de tout fait. Quand on est, c'est pas comme chez Ikea, il n'y a pas un mode d'emploi. Il faut agir, il faut faire, il faut mener, il faut créer sa propre liberté. Comment créer sa propre liberté si dès le départ, je reconnais que, bon, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que ça déplaît à un être supérieur. Ça n'a aucun sens. Et donc, autre élément. Il y a eu beaucoup d'évolutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais un des arguments qui a été utilisé à un moment donné pour dire, et ça a été utilisé par de grands libéraux aussi, pas seulement par d'autres courants idéologiques ou philosophiques, mais aussi par des courants libéraux. On trouve ceci, cette réflexion que je vais vous faire, on la trouve par exemple chez Hayek. Donc Hayek, le grand prêtre, excusez-moi, du libéralisme, haï par certains, adoré par d'autres, etc., lui défend l'idée selon laquelle il faut maintenir une part de religiosité. Pourquoi? Il suit le même raisonnement que Platon dans les lois. Si on supprime Dieu, on supprime aussi le sentiment de justice. Et les hommes alors, n'ayant plus peur du regard de Dieu, ne pratiqueront plus la justice. Ils ne comprendront même plus ce qu'est la justice. C'est un argument qui a été utilisé vraiment par les plus grands. Et notamment, je peux vous citer encore un autre auteur libéral, très connu pour sa théorie de la justice, John Rawls. Eh bien, John Rawls écrit à un moment donné, attention, si vous n'avez pas Dieu, vous perdez la notion même de ce qui est juste et injuste. Alors ça, moi je ne peux pas accepter une argumentation comme celle-là. Et il y a un des seuls auteurs, ça c'est une petite remarque au passage, finalement quand on fait le tour des bibliothèques, et croyez bien que je suis un rat de bibliothèque, il n'y a pas beaucoup de livres sur l'athéisme. Il n'y a pas beaucoup de penseurs qui se déclarent athées et qui portent vraiment un projet. Il y en a, bien entendu, il y en a. On peut toujours en trouver l'un ou l'autre. Mais si on compare le nombre de penseurs athées disponibles en bibliothèque et affichant de façon ouverte leurs convictions, si on compare ça aux tonnes et aux tonnes de livres religieux et autres, de morale, etc., il n'y a rien. Michel Onfray, qui a écrit un bouquin traité d'athéologie, termine en disant qu'il
il a pratiquement rien trouvé. Et il dit même le que sais-je sur l'athéisme est mauvais. Donc même le que sais-je. Donc voilà, moi je ne l'ai pas lu, donc mais je vais quand même aller le voir, aller lire. Mais il y a un auteur intéressant quand même, qui n'est pas n'importe qui, c'est Bertrand Russell, du fameux tribunal Russell, etc. Lui a écrit un bouquin, Pourquoi je ne suis pas chrétien, et la suite c'est Pourquoi je suis athée. Et là, lui, il démonte ces arguments qui disent, attention, sans Dieu, il faut maintenir une forme de religiosité pour que les hommes respectent les lois, etc. Ça se trouve déjà chez Platon. Et moi, je prétends que ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi l'homme privé de Dieu serait-il privé du sentiment de la justice? C'est totalement faux. Essayons un peu de faire la part des choses. Essayons même de faire tabula rasa. Pensons à un être humain libre, tel que nous le voulons. Un être humain qui assume sa liberté, qui crée sa liberté, qui trace des voies devant lui et qui avance. Un être humain qui invente sa liberté, comme ça doit être. Comme ça doit être. Eh bien, prenons n'importe quel cas, imaginons une situation où cette personne serait témoin d'un acte d'injustice épouvantable, ou bien serait même victime d'un acte d'injustice épouvantable. Est-ce qu'on croit que cette personne ne ressentirait pas ça? Est-ce qu'on croit que cette personne ne ressentirait pas ça? Alors je ne dis pas que tous les hommes sont fondamentalement bons. Le bien et le mal, et encore une toute autre analyse philosophique à développer à ce sujet. Mais le sentiment de voir quelqu'un souffrir d'une injustice profonde, le sentiment de voir quelqu'un être considéré de façon indigne, traité de façon indigne. Vous croyez que les gens ne le ressentent pas? Évidemment que si, on le ressent. Peut-être que certains vont s'en foutre, peut-être que certains vont dire, bon, je ne m'intéresse pas, de toute façon, c'est pas mon problème, c'est pas, etc., etc. Mais on ne peut pas considérer que personne ne puisse ressentir ça. Et ça c'est un élément très important. Parce que dans un monde moderne, ou dans un monde qui s'est de plus en plus sécularisé, dans un monde où, comme disait Nietzsche, Dieu est mort, où l'homme est seul à assumer son destin, est seul à créer et à inventer sa liberté. Moi, ce qui me réjouit, ce qui me réconforte, ce qui fait que je garde encore confiance, c'est que je suis sûr et certain que cet homme-là, il a en lui encore le sentiment de la justice, le sentiment de la dignité humaine, le sentiment peut-être même de la beauté. Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes devant un paysage, il y a quelque chose qui vous dit que c'est beau? Pourquoi ressentez-vous que c'est beau? Alors que c'est des arbres, des rochers, n'importe quoi. Vous êtes habité, nous sommes habités, par quelques notions fondamentales qui résident au fin fond de notre esprit, qui sont des notions comme la beauté, la justice, la dignité, etc. Il y en a peut-être encore d'autres, mais ce sont ceux-là que je vois pour l'instant. Et ça, mesdames, messieurs, ça, si l'être humain est un être humain, ça vaut le cas depuis le début de l'humanité. Et donc, cela veut dire que l'on peut inverser le processus. Et non pas se dire que s'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de sentiment de justice. Non, c'est le contraire qui est vrai. C'est parce que l'être humain a en lui cette notion de justice vis-à-vis de l'autre, peut-être de solidarité, de dignité, de beauté, etc., qui fait que celles et ceux qui se revendiquent de la parole de Dieu, que la plupart du temps ils écrivent eux-mêmes, peuvent considérer que si nous avons, et peuvent dire, et peuvent déclarer, que nous avons le sentiment de la justice parce que Dieu veut que, etc., etc. Mais ce sentiment-là, il était déjà là avant. Il était déjà là avant et il ne nous a pas quittés. Et il n'a pas quitté l'être humain. C'est la raison pour laquelle, moi je garde une grande confiance. Je garde une grande confiance parce que ces sentiments-là sont peut-être les fondamentaux de l'humanité en nous. Et la force de l'athéisme, c'est de resituer cela là où il se trouve,
c'est-à-dire au niveau de l'être humain. Et il y a un mot, je pourrais faire le même raisonnement avec le mot âme. Alors, je sais que le mot âme, pas dans certains milieux, bon, l'âme, oui d'accord, mais moi j'accomplis le même type de réflexion. C'est parce qu'il y a en nous quelque chose, que certains ont appelé âme, mais c'est parce qu'il y a en nous quelque chose comme ça, qui fait que nous avons des émotions, que nous ressentons une solidarité qui nous lie aux autres, que nous avons envie d'aider les proches, enfin, etc. Je pourrais vous donner multiplier les exemples, qui fait que, effectivement, celles et ceux qui se revendiquent d'une parole divine, qui sont en fait des paroles qu'ils ont eux-mêmes décidées, disent il y a une âme, et cette âme est l'âme de Dieu, l'âme spirituelle, etc., etc. Moi je dis non, moi ce que j'aimerais vraiment trouver, et ce que j'aimerais écrire, c'est d'arriver vraiment à écrire l'âme de l'athéisme. Ça, ce sera un beau combat et un beau livre. Bref, dans la Bible, au psaume 14, on trouve, par-delà les critiques, les anathèmes, etc., où tous les athées se sont dit, les religieux ont reproché à d'autres religieux d'être des athées parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur Dieu, etc., etc. Il y a une seule parole dans la Bible, au psaume 14, qui dit ceci: l'insensé a dit en son cœur, plus de Dieu. Donc celui qui considère qu'il n'y a plus de Dieu, il est insensé, il est le fou, etc. Mais mesdames, messieurs, quand on jette un coup d'œil sur l'histoire de l'humanité, je ne suis pas certain que l'insensé, ce soit celui-là. Je vous remercie pour votre attention.